Voilà l'espace dont nous parlons aujourd'hui. Au nord, il est borné par la chaîne de l'Himalaya, qui sépare le monde indien du monde chinois. Au sud, par l'océan, du même nom, avec la mer d'Arabie qui ouvre vers l'ouest, et le golfe du Bengale qui ouvre vers l'est. À l'est, il est borné par la Birmanie, à l'ouest, par l'Afghanistan, les monts Soleiman, avec la passe de Khyber pour seul couloir de passage entre l'Asie des steppes et l'Asie des moussons. Elle joue un rôle constant dans les invasions qui viennent de l'ouest, vous verrez. Et puis cet espace indien est multiple. On est sur 4 millions de kilomètres carrés. Cet espace ne connaît jamais, au cours de son histoire, un ordre unique. Il balance constamment entre l'unité et le morcellement. Une histoire 4 fois millénaire est évidemment impossible à résumer. Je vais donc simplement identifier quelques apports majeurs qui font l'Inde d'aujourd'hui, et vous pourrez vous repérer sur l'axe du temps. Vous voyez au nord-ouest le fleuve Indus. C'est de lui que vient le nom de Inde. C'est sur ses rives qu'est née, vers 2500 avant Jésus-Christ, à peu près l'équivalent de l'époque des pharaons, la civilisation dite de l'Indus, l'une des matrices du pays. Le peuple qui vit là s'appelle les Dravidiens. Le fleuve permet le déplacement. Son eau permet l'agriculture et des surplus en blé qui peuvent être exportés. La découverte du cuivre permet le commerce. On bâtit de grandes villes comme Harappa et Mohenjo-Daro. Sur cette civilisation de l'Indus passent plusieurs invasions qui vont façonner l'Inde. La première invasion est celle des Aryens, vers 1500 avant Jésus-Christ. Les Aryens sont des nomades indo-européens qui viennent du plateau iranien. Ils conquièrent le bassin de l'Indus, habité par les Dravidiens, puis ils s'avancent vers le Gange et le Décan, car ils sont bien supérieurs militairement, ils ont le fer et ils ont les chevaux. Il existe d'ailleurs une grande épopée sanskrite, le Mahabharata, qui relate cette longue confrontation entre les Aryens et les Dravidiens. Les Aryens imposent la religion védique aux peuples qui les précèdent et laissent des textes sacrés qui sont totalement fondateurs dans la pensée, dans la vision du monde de l'Inde. Le védisme pose les bases du système des castes, soit de haut en bas de la société les prêtres, qu'on appelle les brahmanes, les guerriers, les kshatriyas, les agriculteurs et commerçants, les vaishyas, les serviteurs, les shudras, et puis hors caste, les intouchables. C'est de cette religion védique que sont issus le bouddhisme, puis plus tard, beaucoup plus tard, l'hindouisme. Retenons maintenant la dynastie Maurya. Elle étend sa domination de l'ouest de l'Indus jusque sur le plateau du Décan. Eh bien, je vous parle des Mauryas parce que ce seront les premiers à unifier le pays et parce qu'il faut retenir le nom de Ashoka, l'empereur Ashoka, qui va se convertir au bouddhisme et aider à la diffusion de cette nouvelle religion vers la Chine, la Birmanie et Ceylan. Avec le bouddhisme se développe ce qu'on appelle l'art du Gandhara. Il est né du croisement entre les représentations liées au bouddhisme et celles venues de la Grèce qui ont été introduites par Alexandre le Grand. C'est ce qu'on appelle l'art gréco-bouddhique. Retenons aussi la dynastie des Gupta. Leur empire s'étend du Pendjab au Bengale occidental. D'abord, les Gupta vont tenir l'Inde sur une période de 300 ans. Et puis la période Gupta constitue l'un des noyaux fondateurs de la civilisation indienne. Avec le développement de l'hindouisme, commence à prendre forme la cosmogonie indienne, avec Brahma, le créateur, Shiva, le destructeur, Vishnu, le conservateur. Après les Gupta, à partir du 8e siècle de notre ère, l'Inde éclate en de multiples royaumes et principautés, luttant pour leur espace et leur pouvoir. C'est sans doute ce qui explique la facilité avec laquelle pénètrent par le Sindh des guerriers arabes, turcs, afghans, avec de grands chevaux et une forte religion qui s'appelle l'islam. Les premières incursions, notamment, je pense à Mahmoud de Ghazni, qui est d'ailleurs plus un pillard qu'un fondateur d'empire, précèdent l'arrivée des marchands, qui vont les premiers faire le commerce des épices. L'islam s'ancre profondément en Inde pendant la période du sultanat de Delhi. Ce sont des Turcs musulmans qui vont fonder le sultanat, et on voit bien que l'emprise est surtout au nord, face à un morcellement du sous-continent au sud.
Il faut savoir que les conversions sont nombreuses, car l'islam permet d'échapper au système des castes. C'est de cette période que date la construction des grandes mosquées du sous-continent, mais aussi le début de la lutte entre État musulman et État hindou. D'ailleurs, l'État hindou de Vijayanagar, au sud, refuse par exemple la domination musulmane du sultanat de Delhi. Retenez enfin l'installation en Inde des grands Moghols, avec l'arrivée du roi de Kaboul, le prince Timouride Babur, en 1605, et qui, à leur apogée, vont se maintenir de Kandahar à l'Arakan et du Cachemire au sud du Décan. C'est aux Moghols que l'on doit la croisée de la tradition hindoue et de l'art islamique, qui se mêlent dans un art très émouvant comme la grande mosquée de Delhi, ou bien des œuvres très classiques comme le Taj Mahal à Agra. L'emprise des Moghols est longue sur le monde indien et leur influence reste très présente dans l'Inde d'aujourd'hui. Les premiers Européens qui arrivent en Inde sont contemporains des Moghols, début XVIe siècle. Mais leur approche du continent n'est pas la même. Pour les Moghols, il s'agit d'empires durables, conquis par la terre. Pour les Européens, il s'agit de commerce à profit rapide et conquis par la mer. Retenons quelques données sur l'arrivée des barbares venus d'Europe. Le portugais Vasco de Gama est le premier à ouvrir un comptoir à Calicut. Les comptoirs français s'installent plus tard à Pondichéry, Chandernagore, Surat. Et le premier ancrage britannique est un modeste entrepôt négocié en 1611 à Masulipatam. Eh bien, cette souveraineté des Européens sur les comptoirs va durer 450 ans. Pour les Anglais, je crois qu'il faut préciser qu'au départ, il s'agit de compétition commerciale avec les Portugais, les Hollandais, les Français. Il ne s'agit pas au début de présence politique et encore moins de vision impériale.